Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, je suis David pour Ordi Répar et aujourd'hui je vous propose de voir la deuxième partie de cette initiation à Linux. Et dans cette deuxième partie, on va s'intéresser à ce que sont les live CD et les live USB. En effet, Linux est un système d'exploitation au même titre que Windows ou que macOS, mais il présente une petite particularité, c'est que, effectivement, dans le monde Windows par exemple, ou dans le monde macOS, il existe plusieurs versions du système d'exploitation, mais qui sont simplement des évolutions que l'éditeur a créées. Linux, c'est très différent, parce que effectivement, il y a plusieurs versions du noyau, plusieurs versions de ce qu'est Linux en soi, mais il est tellement personnalisable que plusieurs personnes l'ont adapté et y ont assemblé toutes sortes de logiciels pour créer ce qu'on appelle des distributions. Et il existe des dizaines de distributions de Linux, sous différentes formes, différentes versions. Et l'intérêt effectivement de ces distributions, c'est que chacune va être très spécialisée dans un domaine ou un autre. Il y a des distributions qui sont faites pour être très petites, d'autres qui sont faites pour être très sécurisées, d'autres qui sont faites pour s'adapter parfaitement sur un ordinateur qu'on va considérer comme un serveur. On va avoir des distributions effectivement plus orientées grand public, etc., etc. Donc comment savoir laquelle est la bonne? C'est très difficile a priori, et ce serait bien de pouvoir les essayer. Eh bien ça tombe très bien parce que la plupart de ces distributions proposent ce qu'on appelle donc un live CD ou un live USB. Un live CD, par exemple, ce sera tout simplement le CD d'installation qu'on va graver soi-même et qui va nous permettre de démarrer en fait le système à partir du CD sans avoir à casser quoi que ce soit dans l'ordinateur et on va pouvoir l'utiliser comme ça, l'essayer. Alors, bien entendu, c'est plus lent qu'un fonctionnement qui serait installé sur l'ordinateur en question, mais ça nous permet quand même de voir à quoi ça ressemble, globalement, quels sont les outils qui sont proposés d'origine. On peut bien sûr les changer, en installer d'autres, désinstaller des choses, se l'approprier encore par la suite, mais déjà de base, on peut voir déjà ce que ça contient. Et on peut aussi, et ça c'est un intérêt qui n'est pas des moindres, c'est de voir si le matériel qu'on a dans l'ordinateur est bien reconnu par cette distribution de Linux et qu'on ne se retrouvera pas par exemple avec une carte graphique qui ne fonctionne pas bien, ou avec une carte réseau qui ne sera pas bien reconnue, ou un matériel quelconque, en tout cas une webcam, une imprimante ou autre chose qui ne fonctionne pas correctement sur cette distribution de Linux. Donc on peut le tester tout simplement à partir d'un CD. Et bien tout simplement le live USB c'est exactement la même chose, sauf que ce n'est pas sur un CD, c'est sur une clé USB. Donc dans cette vidéo on va avoir un petit éventail, je vais vous montrer rapidement comment trouver une liste en tout cas de quelques distributions de Linux, il n'y a pas que celle-là, il y en a beaucoup d'autres, mais parfois certaines sont un peu plus confidentielles. On va voir ce qu'on peut faire et comment on peut récupérer l'une de ces distributions Linux et en créer un live USB et un live CD. On va commencer par le live CD parce que c'est finalement la première démarche qui souvent fonctionne mieux que le live USB, hein, il faut le dire, parce qu'il y a certains ordinateurs un petit peu anciens, malheureusement, qui ne peuvent pas démarrer sur la clé USB. Voilà, donc ça c'est la petite particularité quand même, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est pour ça que je préfère vous montrer les deux. Donc on va commencer par le live CD. Et on va quand même voir aussi comment créer un live USB. Et pour ça, on va utiliser un petit logiciel gratuit qui s'appelle Linux Live USB Creator et qui est très facile à utiliser et très pratique parce qu'il nous permet en quelques clics de récupérer une distribution de Linux. Pas nécessairement, on n'est pas obligé d'aller à la main grenouiller sur Internet et trouver quelle est la bonne distribution. Il propose des choses très intéressantes, une petite liste déroulante avec les versions les plus courantes, et il y a même quelques utilitaires, des live CD d'utilitaires qu'on peut utiliser grâce à Linux Live USB Creator, ce qu'on va voir dans un petit instant. Et on va voir avec ça comment créer une clé USB bootable en fait, qui permette de démarrer l'ordinateur et tester un Linux, une distribution quelconque de Linux. Et vous allez voir qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc moi ce que je vous propose c'est tout simplement de passer devant l'écran et de nous y mettre immédiatement. Donc nous voilà présents devant l'ordinateur et donc la première chose qu'on va faire c'est qu'on va s'intéresser à ces histoires de live CD. Alors avant de pouvoir parler de live CD, ça sous-entend qu'on va graver quelque chose, on va graver un CD. Donc si vous n'avez pas de logiciel de gravure, n'hésitez pas à en récupérer un. En ce qui me concerne, je vais utiliser CD Burner XP, alors qu'on trouve très facilement, donc je crois que j'avais fait une vidéo également à ce sujet. Donc si on va sur Google, on tape CD Burner XP. Alors le XP n'a rien à voir avec Windows XP dans le nom. C'est tout simplement le nom du logiciel qui s'appelle comme ça. CD Burner XP, qui peut être téléchargé sur Clubic par exemple. Donc il suffit d'aller sur Clubic et de cliquer tout bêtement, le plus naturellement du monde, sur le bouton télécharger. Donc vous le téléchargez dans votre ordinateur, vous l'installez en suivant la procédure, suivant, et à partir de là vous aurez le logiciel de gravure qui correspond. Donc tant qu'on est sur internet, on va en profiter pour voir autre chose, c'est que bon, c'est bien de vouloir graver quelque chose, graver une image d'un disque,
Maintenant, on va s'intéresser donc à la distribution Linux, à proprement parler, et pour savoir quelle distribution Linux on souhaite télécharger, c'est vrai que c'est un petit peu délicat au départ, mais finalement, il y a un moyen tout bête de voir à peu près ce qui existe. Il suffit de taper dans Google liste des distributions Linux, et dans Wikipédia, on a ici une liste de distributions, liste des distributions Linux. Alors, la liste n'est pas exhaustive, mais en tout cas, elle est très fournie, et ça nous permet d'avoir une petite idée de toutes ces distributions, et de voir également comment elles sont imbriquées les unes par rapport aux autres. Parce qu'effectivement, on a des distributions alors, qui sont indiquées ici comme étant des distributions majeures, qui sont généralement les plus anciennes. Alors, c'est pas forcément que ce sont les seules, et que c'est pas forcément qu'elles sont plus importantes que les autres, mais il y a de grandes chances effectivement que les distributions que vous allez utiliser, comme Ubuntu, Linux Mint, etc., soient dérivées de l'une de celles-ci, de Debian, Red Hat, Slackware, qui est certainement la plus ancienne, SUSE Linux et Arch Linux. Donc, l'une de celles-ci est très certainement le point de départ de la distribution que vous allez certainement choisir par la suite. Alors, après ça, on a un petit peu plus bas, effectivement, une liste de distributions qui ont une très forte communauté, c'est-à-dire où on a souvent des forums dédiés, avec des gens qui sont très actifs là-dessus, et qui font fortement avancer la distribution, et qui aident pas mal les nouveaux utilisateurs pour démarrer. Donc voilà, vous avez déjà de quoi faire avec ces versions-là. Donc on pourrait taper dans l'une de ces distributions-là, par exemple, mais vous avez d'autres distributions qui sont un petit peu plus exotiques, on va dire, qui sont dérivées souvent des précédentes. Donc voilà, j'en passe, on a Linux, on a Archbang, on a plus bas Backtrack. Alors Backtrack, effectivement, qui a été un petit peu remplacé ces temps-ci par une autre distribution. Enfin, voilà, on a une liste comme ça, effectivement, de pas mal de distributions. Elles sont toutes classées par ordre alphabétique. On a Damn Small Linux. Alors celle-là, je crois que c'est la version la plus petite qui fait une cinquantaine de mégaoctets. C'est la distribution la plus petite. Bon, après, on peut trouver tout un tas de distributions comme ça. Et si l'imbrication des distributions les unes par rapport aux autres vous intéresse, vous avez sur la droite ce schéma qui est assez instructif, et si vous voyez effectivement toutes les lignes comme ça correspondent à une distribution. Donc on voit qu'on a une base sur du Debian par exemple, qu'on a des racines qui sont plutôt du Slackware, et ici on va avoir du Red Hat. Alors c'est écrit tout petit, je sais pas pourquoi ils l'ont pas mis en gros comme les autres, mais bon, en tout cas voilà. Et on voit tout ce qui en découle, tout ce qui est dérivé de ça. Donc si on clique dessus, on peut effectivement avoir l'image, alors voilà, en plus gros, hein. Donc là c'est un petit peu exagéré, donc je la réduis volontairement. Voilà. Mais vous voyez qu'il y a beaucoup de choses, et à partir de Debian, on a des distributions qui sont assez connues en général. On a par exemple, si on suit cette branche-là, on arrive ici sur Ubuntu. Et Ubuntu a servi de point de départ à pas mal d'autres distributions, comme alors Kubuntu évidemment, qui sont des dérivés, Mint, on a Ubuntu Studio, on a qu'est-ce que je peux vous trouver, Chromium OS, on en a plein, énormément. Donc voilà, je vous laisse le soin d'y jeter un petit coup d'œil, hein, ça peut être assez intéressant. Et donc si vous avez envie de chercher un petit peu des distributions particulières, ben, n'hésitez pas à taper alors, dans la liste, principalement à gauche, hein, puisqu'elles sont souvent d'actualité. Les autres, il y en a qui ont été un petit peu abandonnés depuis le temps, il y a des distributions qui sont plus tenues à jour. Bon, voilà, faites votre marché là-dedans. Et alors tout bêtement, si on est intéressé par une distribution particulière, ben on va essayer de récupérer son nom ici. Alors je vais dire n'importe quoi, tiens, celle-ci par exemple Doudou Linux, qui est plutôt conçue pour les enfants, avec des dizaines d'applications qui conviennent aux enfants de 2 à 12 ans, pourquoi pas, admettons. Admettons que cette distribution Doudou Linux m'intéresse, je copie le nom, clic droit, copier, hop, et on va chercher ici, coller, donc Doudou Linux, voilà. Et on arrive sur le site officiel en français, pourquoi pas. Voilà, Doudou Linux, et on n'a plus qu'à aller dans la section télécharger, et de là on n'a plus qu'à cliquer effectivement sur le lien qui nous permet de télécharger Doudou Linux, si c'est ce qu'on a envie de faire. Donc voilà, elle fait 1 giga 1, donc ça ne tiendra pas sur un CD, ce sera plutôt un DVD. Et d'ailleurs, la plupart du temps maintenant, c'est plutôt des DVD plutôt que des CD vierges. Donc voilà, Doudou Linux, qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut prendre celle-ci, Emabuntus. Alors j'aime assez l'idée en tout cas, c'est une distribution qui est visiblement, alors il faudrait dire toute l'histoire, mais qui apparemment est proposée par quelqu'un de la communauté Emmaüs, et qui sert de distribution en tout cas pour
les ordinateurs qui sont un petit peu anciens et qui servent justement à des buts humanitaires, des projets humanitaires. Donc c'est pas forcément des machines très récentes, et donc du coup cette distribution particulièrement peut fonctionner avec à peine 512 mégas de RAM. Et même moins que ça, hein. Il y a une version spécialement allégée qui peut fonctionner avec 128 mégas de RAM, qui occupe à peine 2 gigas sur un disque dur, donc c'est vraiment vraiment pas mal. Donc voilà, globalement, si on trouve cette distribution, donc alors, Emabuntus, on peut, pourquoi pas, alors aller la télécharger, donc là sur SourceForge par exemple. Et donc, alors évidemment, un petit peu de blabla, on y va, et on peut la télécharger directement. Donc, alors celle-ci est un peu grosse, hein, elle fait 3 Go 5, et c'est un fichier ISO, donc tout bêtement, on récupère ce fichier ISO, et on a même une petite vidéo de démonstration que vous pouvez regarder. Voilà. Donc globalement, une fois qu'on a téléchargé ce fichier ISO, eh bien, il ne nous reste plus qu'à le graver. Donc de là, on va pouvoir faire un live CD. Donc en ce qui me concerne, je vais utiliser CD Burner XP. Mais dans la plupart des logiciels de gravure, vous allez trouver cette option qui est de graver une image ISO. C'est la première alternative, la première solution, c'est vraiment de graver le CD ou le DVD qui vont avec. Donc graver une image ISO, je clique sur OK. Je vais explorer pour chercher mon fichier ISO. Alors, en ce qui me concerne, je vais pouvoir prendre par exemple, je sais pas, moi, Linux Mint, on va dire. Linux Mint Cinnamon, donc je prends cette version-là, hop, et je dis sur quel périphérique je veux le graver, donc sur mon graveur DVD, je mets le DVD vierge à l'intérieur, et je clique sur graver le disque. Vraiment, il n'y a rien de plus simple. Pour s'en servir, tout bêtement, il suffit de mettre le CD dans le lecteur, de le laisser dans le lecteur, de redémarrer l'ordinateur. Alors peut-être que votre ordinateur est configuré pour se lancer directement sur le disque dur. La plupart du temps, vous avez une option avec l'une des touches du clavier. Très souvent, ça va être F12, par exemple, qui peut vous permettre d'accéder à un menu de boot pour savoir sur quel lecteur vous devez démarrer. Donc il vous suffit à ce moment-là de choisir le lecteur CD et vous démarrez dans ce cas sur le CD. Si vous voulez que ce soit un peu plus permanent, vous pouvez le faire depuis le BIOS. Alors le BIOS, on y accède souvent avec les touches Supprime ou la touche F2 du clavier, vraiment à l'allumage de l'ordinateur, au moment où vous voyez le logo de la marque de votre ordinateur ou de votre carte mère, ça dépend de ce que vous avez. Globalement, à ce moment-là, si vous appuyez sur Supprime ou sur F2, vous devriez tomber sur un écran qui vous permet d'accéder au... Donc c'est le BIOS en fait de votre ordinateur, et ça vous permet de choisir quel est le lecteur de démarrage, comment ça fonctionne. Donc globalement, si je trouve, voilà, si j'ai cette option, alors accéder au BIOS au démarrage, hein, donc ici, si je prends dans les images par exemple, je vais trouver voilà, un écran, vous allez vous retrouver sur des écrans qui ressemblent un petit peu à ça par exemple, voilà, ou à d'autres images comme ça un petit peu, et là-dedans vous avez une option en général qui vous permet de choisir, par exemple, là si je reprends voilà, cet écran-là. Vous voyez, par exemple, dans le menu, ici, on a une option boot. Alors, en se déplaçant avec les flèches du clavier, on peut arriver sur le boot et on choisit effectivement quel est le lecteur qui va permettre de faire le boot au démarrage. Donc ça dépend de chaque machine, donc je ne peux pas vous la montrer parce que moi sur le mien, déjà comme je suis en plus en train d'enregistrer mon bureau, je ne peux pas vous montrer vraiment ce que ça donne, mais n'hésitez pas à chercher un petit peu sur Google, vous allez très certainement trouver quelle est la touche à appuyer, quelles sont... Enfin, comment procéder précisément pour arriver à mettre votre lecteur CD en tant que lecteur de démarrage. Donc voilà globalement la façon dont on peut utiliser ce fameux live CD. Donc on va s'intéresser maintenant à une autre méthode. Donc à présent qu'on a vu comment créer un live CD, on va s'intéresser à la façon de créer un live USB, c'est-à-dire une clé USB bootable, donc, sur laquelle on peut démarrer l'ordinateur, qui va contenir un système Linux qu'on peut soit tester, soit installer. Donc pour faire ça, on va aller sur internet, on va récupérer un petit programme très sympa qui s'appelle Linux Live USB Creator. Voilà. Linux Live USB Creator, donc on va sur le premier résultat qui est linuxliveusb.com, donc c'est le site officiel. Donc on accède à la partie française donc. Et on a sur la page d'accueil directement un bouton télécharger. Et on va pouvoir ensuite cliquer sur télécharger pour récupérer le programme Linux Live USB Creator qu'on va pouvoir ranger dans le disque dur. Donc là, moi je ne vais pas le refaire une deuxième fois parce que je l'ai déjà récupéré. Donc je referme cette page-là.
et je vais ensuite le chercher sur le disque dur. Donc je l'ai un tout petit peu plus bas, voilà ici. Donc Linux Live USB Creator. Donc on va lancer l'installation, alors je ferme ce dossier-là. Hein. Donc je vais l'installer en français, ok, bon, j'ai le message de bienvenue, je clique sur suivant, le dossier de destination, je peux le laisser par défaut, bien entendu, vous pouvez choisir un autre dossier, je clique installer, donc c'est en train de se faire. Et voilà, c'est terminé, donc j'ai plus qu'à cliquer sur suivant. Et j'ai tout de suite la possibilité de lancer Linux Live USB Creator. Alors, avant de faire ça, bon, je vais pas le lancer tout de suite, je vais décocher la case et je vais cliquer sur fermer, voilà. Avant de faire ça, je vais simplement connecter une clé USB hop, sur l'ordinateur. Là, je ferme. Alors c'est une clé que j'ai déjà créée auparavant, mais c'est juste parce que il faut absolument que la clé soit déjà connectée au moment où vous lancez Linux Live USB Creator. Donc, il s'appelle Lily USB, c'est Linux Live, hein, USB Creator. Vous pouvez le lancer directement depuis le menu démarrer, donc vous l'avez dans tous les programmes. Linux Live USB Creator. Lily USB Creator. Voilà, on y est. Donc ça, c'est le programme Linux Live USB Creator, et à partir de là, il y a 5 étapes qu'on va suivre. Donc la première étape, le plus naturellement du monde, c'est de choisir la clé USB sur laquelle on souhaite mettre le système Linux. Donc on ouvre le menu déroulant en cliquant sur la petite flèche. Donc on a effectivement ici j'ai une clé USB qui va me permettre d'y mettre un Linux live. Alors je l'ai déjà fait, donc je ne vais pas refaire toute la procédure en ce qui me concerne, mais je vais juste vous montrer un petit peu comment ça se présente. Donc on a ensuite le choix de la source, c'est-à-dire d'où vient l'image qu'on souhaite mettre sur la clé. Alors soit on l'a déjà récupéré et on l'a sous forme de fichier ISO. Dans ce cas-là, on clique dessus et on va chercher, pourquoi pas, Linux Mint, voilà, ici, ou le fichier ISO qu'on a pu télécharger de la même façon que ce qu'on aurait fait pour un live CD. Soit on a déjà effectivement un live CD, on peut récupérer directement, en cliquant ici, on choisit le lecteur CD où se trouve le live CD, et il n'y a plus qu'à cliquer dessus et il va se transformer automatiquement en clé USB. Ou alors, si on ne sait pas, ou qu'on n'a pas forcément ce qu'il faut, on clique sur télécharger. Donc en cliquant sur télécharger, ce qui est très très intéressant, c'est qu'on a cette liste déroulante où on a déjà tout un tas de distributions de Linux disponibles. Et la liste est assez longue, hein, on peut faire vraiment pas mal de trucs. Donc on a plusieurs types de Linux. Alors on a les variantes officielles d'Ubuntu, donc les Ubuntu, Kubuntu, Ubuntu, enfin et j'en passe. Ensuite on va avoir des choses qui sont basées sur Ubuntu et qui sont pas qui sont pas des distributions nécessairement officielles. Donc Linux Mint par exemple, JollyOS, Voyager, voilà j'en passe également, hein, Triskel, il y en a beaucoup, Zorin par exemple, qui est très bien d'ailleurs aussi. Tout ce qui est basé sur Fedora, qui est une autre distribution. Ensuite, c'est basé sur du Debian, donc on a des Debian Live, voilà. Alors, vous remarquerez peut-être qu'il y a plusieurs versions possibles de Debian Live, par exemple, ou même de Ubuntu, et que c'est marqué à côté GNOME, KDE, LXDE, XFCE, etc. Tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Linux, à la base, comme je vous l'ai dit dans la première partie, c'est que c'est un système qui, au départ, est plutôt prévu pour fonctionner en mode ligne de commande. Donc il n'y a pas nécessairement d'interface graphique au départ. Et il se trouve que il y a plusieurs modèles, plusieurs interfaces graphiques qui ont été développées pour Linux, qui chacune va avoir sa spécificité. Hein. Donc quand on est sous Windows, on a toujours le même Windows en fait. On peut changer l'image de fond, on aura beau changer les couleurs, mais c'est toujours le même mode de fonctionnement. On a toujours la barre de tâches, on a toujours un bouton démarrer, sauf dans Windows 8. Et on a ensuite, voilà, on a 2-3 petites choses qu'on peut personnaliser, mais globalement, c'est toujours la même interface. Et bien sous Linux, il en existe plusieurs. Il y en a une qui s'appelle GNOME, une autre qui s'appelle KDE, une autre LXDE, une autre XFCE, etc. Et je vous laisse donc éventuellement découvrir ce que c'est. Peut-être qu'on fera un petit tour pour voir un petit peu ces différentes interfaces dans une autre vidéo. Mais voilà, il faut savoir qu'il y a plusieurs versions possibles, plusieurs choses possibles au niveau de l'apparence de ce qu'on peut donner à Linux. Donc, vous pouvez choisir tout un tas comme ça de distributions dans cette liste. Et il y a aussi une partie qui est assez intéressante, qui est une partie qui concerne les CD de secours. Et dedans, vous avez par exemple Avira, Antivir, Rescue System. Donc, c'est un système d'antivirus qui vous permet d'avoir une clé USB de sauvetage avec un antivirus dedans. Si vous faites un peu de dépannage, ça peut être assez pratique. Moi, je vous recommande particulièrement le Iren's Boot CD, qui est très utile. C'est une vraie boîte à outils avec énormément de choses, et ça tient sur un CD. C'est vraiment très bien fait. Je crois même qu'il y a sur cette... Alors je sais pas si sur cette version-là s'il y a encore, mais je l'utilise régulièrement parce qu'il y a un mini Windows XP.
Alors c'est-à-dire que c'est très facile d'aller retrouver des dossiers qui se trouvent dans le disque dur de mes clients qui peuvent avoir des problèmes de démarrage avec leur Windows. Et il y a tout un tas d'utilitaires qui peuvent fonctionner même sur Windows. Donc c'est plutôt intéressant d'avoir ça sous la main, ça peut toujours servir. Donc on peut avoir du Linux, on peut avoir du Windows, on peut avoir un peu des deux, c'est le meilleur des deux mondes. Voilà, donc à vous de choisir celle qui vous convient, et une fois que vous l'avez choisi, donc si je prends par exemple Linux Mint, vous avez l'option ensuite de le télécharger manuellement ou automatiquement. Alors manuellement, je n'ai pas essayé, je pense que ça doit nous amener très probablement sur un site, hein, quelque part. Alors voilà, il nous permet de... Ah ouais, d'accord, on peut le lancer dans le navigateur, donc moi c'est pas ce que je veux faire. Sinon, si on le fait de façon automatique, il va lui-même choisir le meilleur miroir, le meilleur site miroir pour télécharger le fichier. Donc une fois qu'on a choisi ça, alors je vais le faire par exemple avec ici cette image ISO que j'ai déjà, on a l'option de persistance. Alors l'option de persistance, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que contrairement à un CD, une clé USB, on peut la modifier, on peut écrire des choses dessus. Donc c'est vrai que sur un live CD, le système est comme il est, on peut booter dessus, on peut faire plein de choses avec, on peut jouer un petit peu avec, mais on ne peut pas très facilement ajouter, si par exemple, voilà, je vais dire, dans le système, il y a par défaut Firefox comme navigateur, et on a envie de mettre un autre navigateur internet, et ben, on peut le faire, ça va marcher le temps que le live CD fonctionne, et dès qu'on éteint l'ordinateur, bah, c'est perdu. C'est-à-dire que si on redémarre une deuxième fois sur ce live CD, on n'aura pas, on aura un nouveau Firefox et on n'aura plus le navigateur qu'on a installé qui était un autre navigateur que Firefox. L'avantage avec une clé USB, c'est qu'on peut se servir de la clé USB comme espace de stockage pour garder effectivement une persistance de ce qu'on a fait. Quand on fait des réglages, par exemple, si on télécharge une distribution qui est en anglais et qu'on y choisit ensuite la langue française, si la clé est persistante, ça veut dire que ça va conserver les modifications qu'on a fait. Donc voilà, à vous de choisir effectivement l'espace que vous voulez attribuer à cette persistance. Alors sachant que c'est une clé USB, c'est pas forcément très gros. Alors la mienne fait 2 Go, hein, donc j'ai pas beaucoup de place. Mais bon, on peut le laisser à 0, ça marche très bien aussi. Si c'est vraiment uniquement du sauvetage, hein, une clé de sauvetage par exemple, bah, vous n'avez pas forcément besoin de persistance, donc vous pouvez le laisser à 0. Et ensuite, on arrive dans la quatrième étape qui sont les options. Donc on peut cacher les fichiers sur la clé, parce qu'effectivement la clé peut être lisible sur un Windows par exemple. Et si vous ne cachez pas les fichiers, bah, ils seront accessibles. Comment je veux dire, ils seront accessibles depuis l'explorateur de Windows. Si vous faites cacher, alors ils seront cachés. Bon, c'est vrai qu'on peut très facilement les rendre visibles sous Windows, mais globalement, ça permet de camoufler un petit peu les choses. On peut formater la clé, c'est-à-dire que si vous aviez déjà des fichiers sur la clé, bah, ça évite de laisser traîner des choses et qu'il n'y ait pas assez de place sur la clé pour y mettre la distribution Linux que vous voulez, donc on peut formater la clé. Et il y a une dernière option qui est assez intéressante qui permet de lancer Linux Live directement sous Windows. Et donc qui nécessite Internet parce qu'il y a besoin de récupérer la dernière version de VirtualBox. Alors donc on utilise une machine virtuelle VirtualBox sur la clé directement pour tester sans avoir besoin de redémarrer directement. Donc c'est plutôt intéressant cette option-là. Alors vous n'êtes pas obligé de la laisser, mais là personnellement moi je l'ai laissée. Donc je me suis déjà fait une clé comme ça. Donc quand tout est prêt, la dernière chose qui reste à faire, c'est de cliquer sur l'éclair, ici, pour lancer l'installation. Donc si on clique, ça va nous installer là en ce moment Linux Mint avec 0 mégas de persistance, donc en mode live pur, sans formater et en permettant à Linux Live de s'exécuter directement dans une machine virtuelle. Donc je l'ai déjà fait, je ne vais pas le refaire une deuxième fois parce que ça prend un petit peu de temps. Donc ce que je vous propose de faire, bah, c'est de voir tout de suite le résultat, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a terminé, vous pouvez éjecter la clé, enfin retirer la clé en toute sécurité, hein, donc en passant par ici, par le petit bouton qui nous permet de retirer le périphérique en toute sécurité. Et puis vous l'insérez à nouveau, alors on va le faire. Donc je vais l'éjecter, hop, voilà, donc je retire ma clé, et je l'insère à nouveau. Alors, on va déjà juste s'intéresser à la partie avec la machine virtuelle. Donc là on est sur la clé, et on a directement un dossier VirtualBox, et dedans on a l'option Virtualize Diski. Donc ça nous permet de virtualiser cette clé. Et si je lance comme ça, ce programme, d'ailleurs je vais le faire, ça nous ouvre une machine virtuelle, VirtualBox, qui va nous exécuter en fait le contenu de la clé. Alors, vous pouvez bien entendu aussi redémarrer l'ordinateur et booter sur la clé pour vraiment vous en rendre compte, par vous-même de ce que ça donne. Pensez bien à modifier l'option de démarrage dans le BIOS, si c'est pas le cas, pour que ce soit, si c'est pas fait pour que ça puisse booter sur la clé, ou à appuyer sur la touche qui correspond sur votre ordinateur. Donc là, sur la machine virtuelle VirtualBox, c'est F12. La plupart des ordinateurs, enfin souvent c'est F12. Ça peut très bien être une autre touche, ça dépend de la marque, encore une fois, de votre ordinateur. Et une fois que vous aurez fait ça, bah, vous démarrez automatiquement sur la clé.
et vous devriez tomber sur un résultat similaire à celui-ci. Donc là, on a la petite musique de bienvenue. Voilà. Et comme on est dans une machine virtuelle, on a un petit message qui nous dit que la carte graphique n'est pas vraiment idéale et que du coup, ça utilise un peu plus de CPU. Donc là, ce message-là, vous l'aurez peut-être pas effectivement en utilisant la clé directement en démarrant dessus. Mais là, dans une machine virtuelle, c'est pas vraiment improbable. Donc voilà, on est dans Linux Mint et on peut l'essayer, on peut voir tout de suite ce que ça donne. Donc on a effectivement un poste de travail qui nous permet d'accéder éventuellement au disque dur du système. Alors là, comme on est dans une machine virtuelle, on n'a pas grand-chose. On a ensuite des dossiers personnels, hein, documents, musique, images, qu'on peut ouvrir également par l'icône qui se trouve ici, dossier personnel. Voilà, donc on se retrouve dans ces dossiers personnels. Et donc, comme vous pouvez le constater, si vous n'êtes pas coutumier de Linux en particulier, c'est que finalement, en termes d'apparence, alors si je le mets en plein écran pour que ce soit encore plus frappant, je vais même le basculer complètement en plein écran. Voilà. Donc, si vous regardez bien, vous verrez que finalement, c'est pas très très différent d'un Windows. Hein. On a une sorte de barre qui correspond à un genre de barre de tâches. On a des icônes, on a des lancements rapides, par exemple les fichiers, et on voit les programmes qui s'ouvrent au fur et à mesure, qui s'accumulent ici. On a bien l'horloge, on a le réglage du volume. Donc, c'est très proche de Windows et on a même un menu ici qui s'apparenterait à une sorte de menu démarrer. Qui permet d'accéder aux différents programmes. Donc on a Firefox pour aller sur Internet. Donc je ne vais pas l'ouvrir parce qu'il est un petit peu lent dans cette machine virtuelle. Mais on a par exemple des accessoires, une calculatrice par exemple, voilà, hein, qui fonctionne très bien. On a toutes sortes d'autres choses, des accessoires divers et variés. Du graphisme, on peut lancer GIMP, qui est un éditeur d'images. On a des programmes pour aller sur Internet. Donc le navigateur Firefox par exemple, on a un chat IRC, on a des partages de bureaux, on a même un logiciel Thunderbird de messagerie qui permet de gérer les emails. Donc on a vraiment tous ces programmes qui sont installés d'office dès qu'on arrive. Donc bureautique, on a LibreOffice, on a pour le son des lecteurs vidéo, multimédia, de son, etc. On a les préférences du système, donc on peut régler 2-3 petites choses. Voilà, c'est vraiment assez complet. Et finalement, c'est pas si compliqué que ça à utiliser. C'est vraiment très proche de ce qu'on pourrait trouver sous Windows. Hein. Donc on en a plein. Donc n'hésitez pas à jouer avec, à voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et étant donné qu'on est sur une live USB, en fait, on ne risque pas de casser grand-chose. Effectivement, une fois que c'est installé, c'est toujours un petit peu plus délicat parce que ça devient un environnement de travail réel. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on va arrêter ici la machine virtuelle, donc on va l'éteindre, voilà, et on va revenir au bureau classique de Windows, voilà, donc c'est en train de s'arrêter, voilà, donc on va le laisser s'éteindre gentiment, qu'on peut refermer ça. Donc la clé, a priori, fonctionne, il y a bien le bon système dessus, et donc on pourrait, en théorie, la lancer directement en démarrant dessus. Donc là, ça marche pas évidemment sur le mien parce que je suis en train d'enregistrer la vidéo, c'est pas très pratique pour vous le montrer, mais vous pouvez, de la même façon que pour le CD, décider de booter sur la clé plutôt que sur le disque dur, et ça vous donnera le résultat que vous avez vu à l'instant. Donc voilà, en fonction de la distribution évidemment de Linux que vous aurez prise, ça sera peut-être pas tout à fait le même affichage évidemment, ça sera pas le même environnement. Donc on se retrouve dans le monde réel pour une petite conclusion. Et bien voilà comment se procurer des distributions de Linux et pour les essayer, donc soit sous forme de live CD, soit sous forme de live USB. Donc vous avez vu qu'on pouvait se servir par exemple de Wikipédia pour connaître une liste de distributions Linux et de voir un petit peu à quoi elles correspondent. Vous avez vu qu'il y a énormément de ramifications entre ces différentes distributions. Il y en a principalement les 5-6 fondamentales et puis les autres découlent très souvent de ces distributions-là, qui sont souvent les plus anciennes. Mais il n'y a pas d'obligation, c'est pas une règle, il n'y a pas vraiment de distribution principale en réalité. La seule vraie distribution principale, c'est vraiment le noyau Linux, et à partir de là, pour peu que vous ayez les compétences pour le faire, vous pouvez très bien créer votre propre distribution qui ne soit pas basée sur Debian ou sur Red Hat ou sur SUSE ou Slackware. Vous pouvez le faire éventuellement. Mais ça commence à devenir assez compliqué. Donc ça, peut-être qu'un jour on en reparlera dans une vidéo, mais pour le moment, je vous avoue que moi-même, je ne me suis jamais vraiment penché sur la question. En tout cas, vous pouvez très facilement comme ça choisir quelle est la distribution que vous souhaitez tester. Vous pouvez vous rendre sur
le site officiel, pourquoi pas, de cette distribution, télécharger le fichier ISO, qui est donc l'image d'installation de ce système, et en faire un CD avec votre logiciel de gravure préféré. Donc en ce qui me concerne, c'était CD Burner XP, mais vous pouvez très bien avoir d'autres logiciels de gravure. Vous gravez donc ce CD et vous pouvez à ce moment-là démarrer dessus. Donc au moment de l'allumage de l'ordinateur, vous avez probablement une touche qui vous permet de choisir, d'accéder à un menu de démarrage, qui vous permet de dire si vous voulez démarrer sur le disque dur ou sur le CD, ou éventuellement sur une clé USB. Ça se fait de plus en plus en tout cas. Il se peut qu'effectivement des modèles d'ordinateurs soient un petit peu trop anciens pour avoir la possibilité de démarrer sur une clé USB. C'est pour ça que le Live CD, ça reste quand même malgré tout une solution un petit peu passe-partout. Donc vous avez ce premier choix qui est de faire un démarrage comme ça sur un CD par exemple ou une clé USB en appuyant sur une touche du clavier, ou alors si vous voulez rendre ça un peu plus permanent, vous pouvez le faire directement dans le BIOS. Alors dans le BIOS il y a une option, généralement il y a un menu boot qui vous permet de choisir le boot séquence, enfin la séquence de démarrage, d'amorçage, de dire dans quel ordre les choses doivent se faire, soit commencer par le CD puis le disque dur, soit commencer par le disque dur puis le CD. Donc ça c'est à vous de voir effectivement les réglages. Si vous voulez évidemment utiliser le Live CD, il vaut mieux commencer par le CD en priorité. Donc voilà un petit peu la façon de faire. Donc comme vous avez pu voir, finalement, un Live CD c'est très facile à faire. Une Live USB c'est pas beaucoup plus compliqué et c'est peut-être même encore plus facile, tout simplement parce que on a des logiciels. Il y a un logiciel comme Linux Live USB Creator qui permettent de créer très facilement cette clé USB et vous n'avez même pas besoin d'aller chercher d'abord le fichier ISO puisque le logiciel s'en charge. Alors évidemment, il n'est pas exhaustif, il n'y a pas tout dedans. Toutes les distributions Linux ne se prêtent pas forcément à faire des Live USB. Donc c'est pour ça également qu'on ne trouve pas la liste totale, mais en même temps c'est très difficile d'avoir la totalité des distributions puisque finalement il pourrait y en avoir autant qu'il y ait de personnes. Mais voilà, les plus connus en tout cas, les plus répandus sont déjà disponibles dans ce logiciel, dans un simple menu déroulant. Il suffit de choisir, vous cliquez sur télécharger de façon automatique, vous patientez le temps que ça se télécharge, alors ça peut être assez long, hein, ça peut prendre pas mal de temps sur votre connexion, mais une fois que c'est là, vous savez au moins que cette distribution sera compatible avec le fonctionnement sur une clé USB. De là, vous pouvez régler la persistance sur la clé USB, savoir si vous voulez garder des traces de ce que vous modifiez dans le système sur la clé USB, c'est possible. Vous pouvez ensuite également avoir l'option pour avoir une machine virtuelle, pour pouvoir utiliser votre clé USB directement depuis Windows. Ça peut être un bon moyen également juste de vérifier si ça fonctionne, si ça fonctionne, ça n'aura plus aucun rapport avec le matériel en l'occurrence, mais simplement pour voir si ça vous convient, si l'apparence vous plaît, juste pour jouer avec un tout petit peu. Malheureusement, c'est assez gourmand en ressources, donc si vous n'avez pas un ordinateur qui est très puissant, ça peut devenir un cauchemar. Il vaut mieux en général démarrer sur la clé USB, ça sera toujours plus efficace. Et quoi qu'il arrive, une fois que vous aurez décidé de l'installer, ce sera de toute façon plus rapide, et encore plus rapide que sur la clé USB, de toute façon, parce que le problème des Live CD, c'est que le système ne connaît pas à l'avance votre matériel, il est un petit peu obligé de tout détecter. Au moment de l'installation, ça se configure déjà de façon un peu plus automatique sur le matériel que vous avez déjà. Donc ça va quand même plus vite que de devoir tout retester à chaque fois. Donc voilà un petit peu les différences. Et effectivement, le CD est encore plus lent que la clé USB, ce qui fait que ça peut être assez pénible à utiliser au quotidien. Ne le faites pas comme ça ne sert pas forcément à grand chose. Vraiment le Live CD ou le Live USB, c'est soit pour tester un nouveau système, soit éventuellement pour dépanner un système qui serait cassé. Et d'ailleurs, à propos de dépannage, Linux Live USB Creator propose également de créer des clés USB bootables avec des utilitaires comme des antivirus ou le fameux Irene Boot CD que je vous recommande vraiment très vivement. Si vous n'avez pas eu l'occasion de le tester, essayez-le, vous verrez que c'est quand même quelque chose d'assez intéressant, il y a vraiment pas mal d'outils. Alors faites attention quand même parce que du coup il y a des choses qui peuvent casser votre ordinateur s'il n'a pas de problème, ce serait un peu dommage. Mais en tout cas, c'est vraiment très pratique. Et de là, simplement, il suffit de cliquer sur le petit éclair en bas de Linux Live USB Creator. En cliquant sur le petit éclair, la clé se formate, s'installe avec la distribution que vous avez choisie. Ça prend encore quelques minutes. Et vous êtes prêt à fonctionner avec votre Live USB. Donc voilà, c'était David pour Ordi Répare. J'espère que cette présentation vous a plu. Dans les prochaines vidéos, on essaiera d'aller un petit peu plus loin et de voir plus en détail certaines distributions de Linux. Comme Ubuntu, Linux Mint, Zorin, etc., et peut-être d'autres, juste pour vous faire une petite idée, pour vous permettre de voir un petit peu avant de l'essayer. Vous allez certainement essayer des choses par vous-même, j'imagine, mais peut-être qu'en faisant un petit tour ensemble, ce sera également l'occasion de voir des choses qui vous auront peut-être échappé. Voilà, c'était David pour Ordi Répare, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et j'espère vous voir pour la prochaine.